du premier principe. On définit une transformation infiniment lente, qui est une suite d'états d'équilibre, et des transformations réversibles, en plus du fait de se faire de manière infiniment lente, d'être une suite d'états d'équilibre, elle est sans dissipation d'énergie. Une transformation monotherme est une transformation pour laquelle la température finale est égale à la température initiale est égale à une température d'équilibre, mais par contre durant la transformation il n'y a pas forcément égalité de ces températures. Une transformation isotherme, c'est celle où la température au temps t est toujours égale à la température initiale et température finale. Une transformation isochore, c'est pour un volume constant, un réacteur fermé indéformable. Monobar, c'est pour une pression initiale et finale constante, mais pas une pression au tout temps constante. Isobar, c'est la pression en tout temps qui est constante, est égale à la pression initiale, est égale à la pression finale. Et adiabatique, il n'y a aucun échange thermique avec l'extérieur, Q égale 0, c'est un réacteur calorifugé. L'équation de bilan de référence s'écrit alpha A1 plus alpha A2 qui donne alpha prime A1. Les produits, et en fait on définit des valeurs de coefficients positifs pour les produits et négatifs pour les réactifs. Et donc la somme des nuits AI égale à 0. On définit l'avancement xi. On définit l'avancement xi comme étant xi égale ni-n0 sur nu i. Donc ça nous fait une variable qui est la même pour une seule réaction, quels que soient les coefficients qu'il y a devant chacun des réactifs ou des produits. L'état standard, c'est la pression qui est fixée à 1 bar, 10 exposant 5 pascal, et on ne définit pas d'état standard de température. En fait, il y a un état standard pour chaque température. En solution, la concentration standard, c'est 1 mol par litre, où c'est une concentration qui est choisie telle que les interactions entre ions et molécules du soluté sont considérées nulles, comme pour un gaz parfait. Entre ions ou entre molécules de soluté par rapport, enfin il y a des interactions entre le solvant et le soluté, mais pas entre éléments du soluté. Un élément est référencé dans son état stable à une température considérée, par exemple Cl2 gazeux à 25 degrés sous 1 bar, O2H2N2 sont à l'état gazeux. Par contre, par exemple, le carbone est représenté sous forme graphite à l'état solide. Le premier principe de la thermodynamique nous dit qu'il existe une fonction d'état U dans laquelle on met tout ce qu'on ne peut pas mesurer en macroscopique. U est une fonction d'état, en fait c'est une énergie, une fonction d'état qui ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Alors cette variation d'énergie interne est égale au travail des forces extérieures plus à l'échange thermique. Donc pour un même DU, je vais pouvoir avoir entre un état final et un état initial, je vais avoir un certain DU qui est toujours le même. Par contre, ça pourra être un DW plus DQ qui dépendent du chemin suivi. Mais leur somme ne dépend pas du chemin suivi, c'est une fonction d'état. Le travail, delta W, c'est moins PdV, avec W égale moins PVdV. Pour une réaction isochore à volume constant, le travail est nul. Pour une réaction monotherme monobar, le travail est égal à moins P intégrale de V entre VF et VI, c'est-à-dire moins P VI VF moins VI moins P delta V. L'énergie thermique pour une transformation isochore, QV égale delta U, donc isochore à volume constant. Monobar, QV égale delta U plus PDV. On reprend ce qu'on a vu juste avant ici. Donc en fait l'échange, la chaleur qui vient va servir à augmenter l'énergie du système, mais elle va aussi lutter contre les forces de pression. On va définir l'enthalpie comme étant U plus PV, et c'est une fonction d'état. Donc la variation de H ne dépend pas du chemin suivi, et c'est une fonction d'état qui va permettre justement
de calculer l'échange thermique, la chaleur échangée. C'est une fonction d'état qui va permettre de calculer la chaleur échangée lorsque la pression est constante et que une partie de la chaleur fournie au système a servi à lutter contre les forces de pression, donc on n'en a qu'une partie qui se retrouve dans l'énergie interne. Et on va définir comme ça la capacité calorifique à volume constant et à pression constante. Alors ici, elle est molaire. du égale n cum dt et dh égale n cpm dt. Alors on voit que du est du est la variable qui nous sert à volume constant et h est la variable qui sert à pression constante. Dans le cas d'un corps pur monophasé, alors, la dérivée de H par rapport à la température, c'est la dérivée de U plus PV par rapport à la température, c'est la dérivée de U plus, alors PV c'est nRT d'après la loi des gaz parfaits, donc la dérivée de U par rapport à la température c'est nCV, on l'a vu ici, et la dérivée par rapport à la température de nRT c'est nR. Et ça c'est égal, donc la dérivée de H par rapport à T, c'est égal à nCpm. C'est la formule de Mayer qui dit que CPM moins CVM est égal à R. Autrement dit, Cp, la capacité calorifique massique à pression constante, est supérieure à la capacité calorifique massique à volume constant, parce que à pression constante, il a fallu perdre une partie de la chaleur pour lutter contre les forces de pression. Dans le cas d'une phase condensée, du est à peu près égal à dh, est égal à nCm dt. On a Cm égale Cpm égale Cvm. Le volume molaire. Pour un gaz parfait, le volume molaire, c'est le rapport de la variation de volume à la variation de quantité de matière à température et pression constante. C'est RT, la dérivée de N, c'est la dérivée partielle par rapport à N de nRT sur P, c'est-à-dire que c'est RT sur P. Par contre, en phase, autrement dit, le volume molaire dépend de la pression et de la température. En phase condensée, ce volume molaire est une constante et c'est la masse molaire divisée par la masse volumique. L'enthalpie molaire de réaction, le delta RH, c'est la dérivée de l'enthalpie par rapport à l'avancement d'une réaction, et c'est la somme des nuits HMI, HM étant l'enthalpie molaire. Donc un petit incrément d'enthalpie à température et pression constante, ça sera ça multiplié par l'avancement élémentaire. Hein, donc l'enthalpie molaire multipliée par l'avancement élémentaire. L'enthalpie standard, delta R H0, qui dépend de la température, ce sera la somme des nuits H0MI. Par exemple, si on a la réaction 2HI plus O2 qui donne 2H2O à l'état liquide, on a le tableau d'avancement et on a l'enthalpie de réaction qui vaut alors deux fois l'avancement multiplié par H0 de H2O à l'état liquide, moins deux fois l'avancement, moins une fois oui, là c'est les moins nuits, c'est moins les coefficients. Hein. Donc il faudrait peut-être mettre ici un d epsilon pour être. Oui, non, c'est comme ça. En fait, on a fait la somme des nuits HMI, donc on a l'enthalpie pour H2O ici, moins l'enthalpie pour O2, moins l'enthalpie pour H2, et puis si on veut connaître où on en est par rapport à l'avancement, on multiplie ça par l'avancement ou l'avancement final. Enthalpie molaire standard de formation. Elle est associée à T, elle correspond à l'enthalpie de formation de 1 mol du corps en question à partir des éléments qui le constituent pris dans leur état standard de référence.
convention, l'enthalpie standard de formation des corps simples à l'état standard est nulle, et on prend aussi dans les corps simples l'ion H+, solvaté aqueux. L'enthalpie de combustion, on va nous trouver des données tabulées. Donc pour l'enthalpie de combustion, c'est avec combustible, comburant, produit de combustion. Si par exemple on cherche l'enthalpie de combustion de cette réaction-là, on voit que en fait il faut ajouter les réactions 1 et 3 pour trouver la 2. Donc la réaction 1, c'est la réaction 2 moins la réaction 3. Et pour calculer l'enthalpie de combustion, eh bien, on va faire l'enthalpie de combustion pour la 2, c'est-à-dire moins 393,5, moins l'enthalpie pour celle-ci, et on trouve moins 110 kJ par mol. Pour un changement d'état, eh bien, la variation d'enthalpie de fusion, c'est l'enthalpie à l'état liquide, moins l'enthalpie à l'état solide, et on a la même valeur absolue quand on change d'état dans un sens ou dans un autre. La loi de Hess, qui est valable pour une réaction quelconque, nous dit que la variation d'enthalpie est égale à la somme des NUI, enthalpie de formation des HI0 de T, donc somme stoichiométrique des produits, moins somme stoichiométrique des réactifs. Alors par exemple ici, si j'ai CH4 plus Cl2 qui donne CH3Cl plus HCl, je pourrais alors tout décomposer. Si je décompose ça ici en des produits élémentaires, des molécules élémentaires, j'ai moins l'enthalpie de formation de CH4, et je vais retrouver tout ça. Ensuite ici, si je reprends donc tout ce qu'il a fallu faire pour faire ça, il a fallu faire C plus 3H2O plus un demi de Cl2. Voilà. Et tout ce qu'il a fallu pour faire ça, je le prends là. Enfin, tout ce qu'il a fallu pour faire HCl, c'est un demi de H2 plus un demi de Cl2. On voit que un demi de Cl2 plus un demi de Cl2, ça fait le Cl2 ici, c'est équilibré. Le 3 demi plus un demi, ça va faire 2H2. Et puis ici, j'ai oui, ici, il faudrait un 2H2 qui est oublié. Donc en fait, l'enthalpie de réaction valable à cette température T, sans changement d'état, c'est l'enthalpie de formation, donc puisque là on a 0, tout ça c'est des états standards qui valent 0, donc c'est valable à l'enthalpie, c'est l'enthalpie de formation de ça, plus l'enthalpie de formation de ça, moins l'enthalpie de formation de ça, moins l'enthalpie de formation de ça. Et l'enthalpie de formation de ça, c'est 0. Quand on veut prendre en compte la température, donc on a une réaction qui se fait à une certaine température, eh bien on va par la pensée refroidir jusqu'à la température standard, faire la réaction et ensuite réchauffer pour la température standard. Et l'enthalpie de réaction, par exemple à 500 Kelvin, ça sera alors l'enthalpie de réaction standard qu'on va trouver ici, plus la somme de 298 à 500 de, alors 2 CP de CO, puisqu'il faut réchauffer ça, moins la chaleur qu'on a gagnée à refroidir ça pour le CO2 et pour le C. L'approximation d'Ellingham consiste à dire que la différence est faible, de l'ordre de 1 à 2%, et sera négligée. Et la plupart du temps, dans les exercices, on prendra l'enthalpie de réaction à une température T qui sera égale à l'enthalpie standard à 298, tant qu'on ne change pas d'état. On peut aussi avoir des valeurs de liaison. Donc si on a par exemple AB à l'état gazeux qui peut se libérer en un A à l'état gazeux et un B à l'état gazeux, on définit l'enthalpie qui est égale à l'énergie de liaison entre AB. Et on peut calculer l'enthalpie de réaction à partir de ces données. C'est la deuxième loi de Hess, donc la première c'était celle-ci. On peut aussi prendre ça, tout atomiser, donc voir l'énergie qu'on a gagnée en atomisant tout ça, et ensuite l'énergie
enfin l'énergie qu'on perd en atomisant tout ça plutôt, et ici toute l'énergie qu'on va gagner en refaisant tout ça, et en faisant comme on a fait tout à l'heure, moins KIDI, on peut calculer enthalpie standard de formation. La température de flamme fera la considération qu'il n'y a pas d'échange avec l'extérieur, donc toute l'enthalpie standard de réaction qui est négative, donc qui la réaction libère de l'énergie, est égale à l'enthalpie standard d'échauffement, plus l'enthalpie standard d'échauffement, est égale à 0, donc celle-ci par contre elle est positive, il y a une petite erreur ici. Donc la réaction se chauffe elle-même et on peut calculer en fait l'échauffement du corps dû à l'énergie qu'il libère, en considérant que c'est donc adiabatique et monobar à pression constante.